Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la violence en Centrafrique. Mes trois invités sont restés avec moi. Monsieur Oro Nenji Assim Césaire, vous êtes membre de l'opposition centrafricaine. Merci d'être resté avec moi. Salomo Kotro, ancien député, et Massim Nanan, président du mouvement Correct, coordination pour la rupture et la refondation de la Centrafrique. Merci. Et à vous trois, où en est le processus de sécurisation de la Centrafrique depuis l'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Idolette Miravel Bissou. Depuis le 18 octobre 2017, la ville de Pambolo, dans le sud-est de la République centrafricaine, a été touchée par des violences entre les éléments de l'ex-Séléka pro-musulman et anti-Balaka pro-chrétien. Le bilan estimatif fait état d'au moins 26 personnes tuées au cours des affrontements. Ce regain de violence au sud-est pose le problème lancinant de l'insécurité alors que la Centrafrique est en plein processus de désarmement et réintégration des ex-combattants. Le bilan de M. Touadéra sur le plan de la gestion sécuritaire du pays, c'est celui que beaucoup de Centrafricains partagent avec moi. C'est vraiment un bilan catastrophique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de désarmement en République centrafricaine. La semaine dernière, du côté de Kembe, à Pambolo précisément, on a encore déploré plusieurs cas de tuerie. Il y a au moins une trentaine de personnes qui ont été tuées dans la ville de Pambolo. Donc on ne peut pas parler d'un bilan positif quant à ce qui est du désarmement. Aujourd'hui, M. Touadéra a du mal justement à déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Des violences se poursuivent en Centrafrique alors que la mission de stabilisation multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine MINUSCA, qui a remplacé la force française Sangari, est en fonction. Depuis les affrontements du 18 octobre, la question sur le rôle de cette force internationale dans ce pays d'Afrique centrale se pose avec acuité. L'Organisation des Nations Unies précise dans un communiqué rendu public le 20 octobre 2017 que la ville de Pambolo ne faisait pas partie des zones de déploiement de la MINUSCA. Une force internationale composée d'au moins 12 500 hommes, qui dépasse largement l'effectif des forces armées centrafricaines d'antan, et qui n'arrive pas vraiment à ramener la paix. On ne fait pas que c'est une force d'interposition. Mais cette force d'interposition ne se interpose pas entre les belligérants. C'est quand même étonnant. Et on nous dit encore que c'est une force de paix. Mais quand il s'agit d'une force de paix, il faudrait user de tous les moyens, user du mandat, de la mission. 19 mois après l'accession au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra, des poches d'insécurité restent la grande inquiétude des populations, notamment à l'intérieur du pays. Une situation qui fragilise la Centrafrique et qui place la force internationale au centre des préoccupations et des attentes des populations. Les préfectures voisines sont devenues le sanctuaire des groupes armés qui régnaient en maître aux grandes dames des populations. Vous avez souffert dans votre chair. Vous avez perdu des biens. Vous avez perdu des êtres chers que vous ne reverrez plus. La situation est d'autant plus préoccupante que la visite de 4 jours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, entamée ce 24 octobre 2017, a pour objectif de sortir le pays de la crise. Cela devra passer par des discussions avec le gouvernement sur des stratégies concrètes pour relancer le dialogue et évaluer les besoins de la mission en terre centrafricaine pour mieux protéger la population. Salomo Kotro, quand vous scrutez les 19 mois passés à la tête de la Centrafrique par le président Faustin Archange Touadéra, quels sont les acquis principaux que vous pouvez relever aujourd'hui, notamment ce qui concerne la sécurisation et la pacification de votre pays, la normalisation tout simplement de votre pays? Nous déplorons que depuis le retour à l'ordre constitutionnel, le bilan sécuritaire n'a pas été comme espérait beaucoup de Centrafricains. Ça, nous en sommes conscients. Y a-t-il eu des choses de fait? Bon, les choses, bon, la question que vous posez, oui, je pense que du moment où le pays était dépouillé de son armée,
du moment où même un bataillon n'a pas été mis en place opérationnel. Bon, il y a quand même... Aujourd'hui, il y a, grâce à l'appui de l'Union européenne à travers UTM, quelques militaires ont été formés. Mais néanmoins, on peut former des militaires, mais du moment où l'embargo pèse encore sur la République centrafricaine, interdisant d'acheter les armes. On a beau former les militaires, mais tant que ces militaires ne sont pas armés, d'abord d'ici, il n'y a pas une fuite en avant, mais acheter des armes pour le problème, pas qui vous n'avez pas d'armée. Justement, à la place de... Je sais que la situation est difficile pour tout le monde. Tout Centrafricain a envie à ce que la paix revienne dans le pays. Personne n'est indifférent à ce qui se passe dans le pays. Mais un pays qui n'a pas d'armée, un pays qui n'a rien, un président qui ne peut même pas dire à 10 militaires, 20 militaires, allez-moi établir l'ordre. Nous l'avons vu effectivement dans l'élément qui est passé, un intervenant dit qu'il a du mal à déployer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain. Mais encore faut-il qu'il en ait les moyens. Justement, tout à fait, vous avez trouvé la solution. Mais M. Oro-Nendji, vous pensez effectivement qu'il y a quand même dans votre pays, la Centrafrique, et à la disposition du président Touadéra des leviers qu'il aurait dû utiliser? Touadéra a toute cette chance de redonner de l'espoir au peuple centrafricain. Oui, mais ça, c'est le discours. Je vais vous le dire. L'élément concret, oui. Je vais vous le dire certainement. Oui. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, le groupe de l'ETEM, de l'Euro, ils ont déjà formé presque 1000 militaires centrafricains qui sont déjà opérationnels, qui peuvent être opérationnels. Récemment, dans un discours accordé de son chef d'état-major, qui disait, je cite, Touadéra n'a pas cette volonté de réarmer les forces de défense. Lorsqu'on nous parle de l'embargo, mais cela n'a pas empêché les groupes rebelles de se réarmer et de se redéployer, de reconquérir le territoire. Comment se sont-ils armés? Voilà, justement, c'est là le problème. Et pourquoi ce chef d'état-major qui va dire publiquement dans une conférence de presse que M. Touadéra n'a pas cette ferme volonté de réarmer nos forces de défense? Vous pensez qu'il y a des armes qui rentrent dans votre pays à partir des pays voisins? Monsieur, mais la situation, elle est claire. Regardez comment ça se passe. Même les représentants des Nations Unies, qu'est-ce qu'ils disaient à un moment? L'embargo en Centrafrique ne devait pas empêcher le peuple centrafricain ou bien le président centrafricain à réarmer ses forces de défense. Nous avions vu tout simplement que M. Touadéra, il manque de volonté politique, il manque même de sens de l'autorité. C'est tout ceci qui a fait que nous en sommes là et nous tournons tout simplement en rond. Je vais vous donner l'exemple. S'il vous plaît, très rapidement, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'exemple récemment. Vous voyez ce qui s'était passé à Bokaranga, ce qui s'était passé à Pombolo. À Bokaranga, qu'est-ce qui s'était passé? Les groupes rebelles ont investi cette ville et les populations ont pris fuite jusqu'à Bozoum. Et qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi les MINUSCA sont revenus tout simplement après, soi-disant avec une intervention musclée pour chasser ces gens-là? Cela veut dire que la MINUSCA a cette possibilité, ou bien le président Touadéra a ce pouvoir d'appuyer, de s'appuyer sur ces forces étrangères, de ramener la paix dans ce pays. Et pourquoi il ne l'a pas? Monsieur Nana, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de simplification de la problématique centrafricaine qui est pourtant complexe? Parce que tout le monde sait de quoi votre pays a besoin. Là, le secrétaire général des Nations Unies séjourne en ce moment dans votre pays. Peut-on imaginer qu'il est dans l'ignorance totale de ce qui se passe dans votre pays? Déjà, la visite du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, ça ne va rien changer pour le pays. Et je le répète, tant que nos autorités n'émettent pas du sien. Il faudrait que nos autorités soient combatives. D'accord. C'est ce qui leur manque. Ce qui n'est pas le cas à vos yeux en ce moment. Parce qu'il y a déjà eu une ribambelle de déplacements officiel en Centrafrique. Il y a eu Ban Ki-moon qui était en Centrafrique. Le président Hollande était en Centrafrique. Voilà, il y a eu du monde en Centrafrique. Ça n'a rien changé jusqu'à présent. Vous voyez, depuis 2013, ça n'a rien changé. Revenons aux groupes qui se battent entre eux. Et envisageons qu'est-ce qui est de l'ordre du faisable. Certains revendiquent leur réintégration dans l'armée. Peut-on imaginer effectivement la reconstitution de votre pays avec des éléments de ce groupe rebelle qui revendiquent leur réintégration? Est-ce possible? Moi, j'ai une autre proposition à faire, j'ai une autre lecture. Le DDRR, ce dont vous évoquez sans pour autant le dire, ne marchera pas.
D'accord. Moi, j'aurais souhaité que les fonds qui ont été alloués pour le DDR soient alloués à la restructuration de nos forces armées. Ça sera beaucoup plus efficient. Parce que nous avons vu au RDC, République démocratique du Congo, il y a ce processus qui n'a pas marché. On reviendra sur les solutions. Hein. Voilà. On reviendra sur les solutions. La vraie question aujourd'hui à laquelle et tous les Centrafricains ont besoin qu'on réponde, c'est y a-t-il dans votre pays un problème ethnique? Le conflit en Centrafrique, la violence en Centrafrique, doit-elle être perçue sous sa dimension ethnique? Non. La réponse est non. Même mes collaborateurs, mes compatriotes sur cette table vous dira non. Le problème qui se passe en Centrafrique n'est ni religieux, n'est ni ethnique. Pourquoi attaque-t-on des mosquées? Pourquoi attaque-t-on dans les mosquées? Parce que s'il faut se placer dans le contexte historique de ce qui se passe en Centrafrique, il faut revenir en 2012. Ceux du Nord, soi-disant à majorité musulmane, quand ils venaient chasser Bozézé, ils disaient que leur région était abandonnée par l'État depuis 50 ans. Et qu'ils veulent prendre le pouvoir pour pouvoir développer leur région. Mais ils sont arrivés au pouvoir, en majorité musulmans, et ils ont, pourtant, avec leurs frères chrétiens, ils ont vécu ensemble, il y a eu ce malentendu est venu de là. Et tout a été extrapolé par d'autres sangs, et qu'aujourd'hui, dans la tête des Centrafricains, cette guerre, une partie des Centrafricains, cette guerre, elle est religieuse, alors qu'elle n'est pas religieuse. La preuve en est qu'à Bangassou, quand la mosquée a été attaquée et que ces musulmans et les chrétiens attaqués de partout, ils se sont retrouvés à l'archevêché de Bangassou. De côté, tu trouves les musulmans, de l'autre côté, tu trouves... Ils sont tous ensemble. Si on parlait de guerre d'ethnie ou de religion, ces deux communautés ne pouvaient pas vivre ensemble. Néanmoins, ce qu'on peut faire de tout ça, comme la solution tarde à venir, on va peut-être proposer la solution tout à l'heure. Tout à fait. Okay. Mais je pense que c'est le seul dialogue qui peut permettre, ou alors le retour de ces anciens chefs d'État. On est effectivement dans l'instrumentalisation, en tout cas dans la tentative d'instrumentalisation du fait ethnique, comme vous êtes d'accord avec cette lecture que fait M. Cottereau? Là où nous sommes, effectivement, ce n'est pas un problème ethnique. Ce qui pose problème aujourd'hui en Centrafrique, c'est que nous avons un système qui fonctionne dans le sens de l'égocentrisme, dans le sens du népotisme. C'est-à-dire, à chaque fois que les chefs d'État arrivent au pouvoir, ils préfèrent gérer avec leurs parents, leurs proches et leurs amis. Et en plus, le peuple centrafricain en a marre de l'impunité. C'est le cas en ce Il y a des gens qui ont montré leur limite à suffisance aujourd'hui. Ils sont encore rappelés aux affaires. Et on leur octroie des postes à caractère, je ne sais pas comment vous le dire, juteux. Et en plus, ces gens-là se permettent de se faire plein les poches. Et en plus, voilà, c'est ça que les Centrafricains refusent. Les Centrafricains ont l'espoir de voir tout le monde soit pris en compte. Justement pour rebondir dans le même sens que Axime, n'oublions pas que ce problème qui se pose en Centrafrique, il n'est pas ethnique, mais il est plutôt de la de la bonne gouvernance. Voilà, parce que le pays, s'il y avait la bonne gouvernance, s'il y avait la transparence, si le pays était géré d'une manière où tout le monde se retrouve, aujourd'hui non. C'est la mauvaise manière de gouverner depuis les décennies. Et aujourd'hui encore, on pensait que les choses allaient dans le bon sens. Mais on se rend bien compte que depuis 50 ans, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur Nana, je voudrais rajouter quelque chose. Très rapidement. Ce qu'on nous affiche aujourd'hui, on nous affiche un conflit interreligieux. Voilà. Or, au fond, ce n'est pas le cas. Vous voyez très bien le conflit qu'il y a entre UPC, enfin, je ne vais pas citer toutes les fractions rebelles. Il y a des fractions rebelles qui sont en conflit. Qui se proclament pro-musulmans et d'autres pro-chrétiens. Pro-chrétiens. Et tout ça pourquoi? Mais pour avoir le contrôle d'un territoire, d'une localité qui est riche, dont le sous-sol est riche. Donc, en diamant, en or, l'ethnicisation rentre dans une stratégie. Voilà, on nous affiche ce conflit interreligieux. Qui n'en est pas un. Mais est-ce que finalement, on peut retenir que, d'une certaine manière, le président Archange Touadéra hérite d'une situation, d'abord à laquelle il n'a pas véritablement participé, mais qui dépasse ses moyens actuels?
quand vous dites que ça dépasse ses moyens actuels, je ne suis pas d'accord. Parce que le président Touadéra, ce n'est pas un novice en politique. Il a été l'ancien Premier ministre le plus récent et qui est resté plus longtemps en fonction pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas un novice en politique. Il connaît bien les rouages, il sait très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quel intérêt a-t-il à ne pas résoudre les problèmes s'il en a les moyens? Expliquez-nous. Que cache cette mauvaise volonté supposée, en tout cas que vous lui prêtez? Quel intérêt a-t-il à laisser les choses telles quelles alors qu'il en a les moyens? Moi, je pense qu'en son âme et conscience, il n'a aucun intérêt que la situation perdure et que la situation pourrisse. J'espère que je ne me trompe pas. Mais les résultats sont là. Les faits sont là. D'accord. L'orientation qui est... L'actuelle orientation n'est pas la bonne. D'accord. En tout cas, la situation actuelle, juste un petit mot. Très rapidement. Juste un petit mot. Oui. Monsieur Touadéra pratique la politique de l'exclusion. Cette politique a été entretenue depuis longtemps par des régimes qui se sont succédés. Touadéra fait partie des comptables de la situation que nous sommes en train de vivre. D'accord. Il était venu avec une politique, avec un mot, rupture. Tout le monde croyait en lui. Et que par rapport à ses expériences qu'il a acquis à la tête d'un gouvernement pendant 5 années, les gens pensaient que ce monsieur allait effectivement mettre en place cette politique de la rupture, chose qu'il ne l'a pas faite. Chose qu'il n'a pas faite, comme vous dites, mais on verra tout à l'heure, mais après une courte pause, les pistes possibles pour sortir votre pays, la Centrafrique, de la spirale infernale de la violence qui la secoue depuis encore plus quelques semaines. À tout de suite.